15 octobre 1990. Il faut des milliers et des milliers de faux mouvements, douloureux, déchirants, pour que le corps apprenne ce qu'il ne faut pas faire en italique. Et peu à peu, espérons-le, il restera seulement ce qu'il faut faire. Point d'exclamation entre parenthèses. Mais je me demande finalement s'il y a des faux mouvements. Il y a ce que l'on peut faire sur le moment ou ce que l'on peut supporter, bien ou mal, au jour le jour. Au début, le corps était tout simplement comme un bloc rocailleux ou comme une mâture qui se laissait secouer dans la tempête. C'était un chaos de douleur. Puis, il a tout de même trouvé des voies de circulation et des mouvements dedans. Alors, que pourrais-je dire ou expliquer à un autre corps humain de ce qu'il faut faire ou ne pas faire? On peut dire seulement on va vers cela, vers en italique. C'est la route, avec ses chaos, ses méandres et ses trous. Il y a une route, il y a un chemin. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est Sri Aurobindo et Mère qui ont ouvert la possibilité de ce chemin. Ça ne débouche pas sur la mort, mais sur autre chose. Ce qu'est cette autre chose, on le saura au bout. En attendant, il faut fabriquer l'organe. La seule chose que je puisse dire avec certitude, c'est que toutes nos lois physiques et psychologiques sont fausses et mensongères. Elles représentent un ordre provisoire. Et naturellement, toutes nos sensations sont l'effet du vieil ordre qui s'accroche à ces barreaux. Ce ne sont peut-être pas les barreaux d'un individu qui vont tomber, mais les barreaux du monde. Une nouvelle terre. Soit. C'est curieux, je me souviens qu'en 1975 ou 76, lorsque je suis allé voir les Aurovilliens dans la prison de Tindivanam, j'ai empoigné les barreaux de leurs cellules et j'ai dit avec beaucoup de force, nous sommes là pour que ça, les barreaux, n'existent plus en italique. Maintenant, ils se sont construits une autre cage. Je suis en plein dans le problème. « 16 octobre 1990. L'Inde va-t-elle à la guerre civile? Les Anglais et les Américains parlent de faire un nouveau Nuremberg pour juger Saddam comme criminel de guerre. Il faudrait un Nuremberg mondial. Les criminels sont partout, et c'est la guerre partout. 17 octobre 1990. Maintenant, je sais exactement ce que veut dire cette pression répétée des pieds, c'est-à-dire que le corps comprend mieux comment ça fonctionne. Mais alors ces coups de boutoir formidables, un double boutoir de part et d'autre de la colonne vertébrale qui enfonce je ne sais quoi dans la terre, récalcitrante, de la foudre comprimée. Le gouvernement de l'Inde, depuis Nehru, a fait un tel système que tout le monde est encouragé à piller tout le monde ou à tromper tout le monde. C'est un admirable système pour les voleurs. 18 octobre 1990. Personne ne peut imaginer ce qu'est ce pilier bien formé des Védas. Certainement, il doit y avoir une main divine qui garde mon cœur en état de fonctionnement. Note de bas de page. J'ai dit à Sujata mon étonnement que le cœur tienne sous des pressions pareilles. Elle m'a répondu « Mais parlez toujours du transfert des organes. J'ai l'impression que pour vous, le transfert du cœur,
C'est fait il y a plusieurs années. Ce soir, c'est une telle robe d'agonie. Combien de temps peut-on durer comme ça? Ce que tu voudras. De toute façon, je t'aime. 19 octobre 1990. Seigneur, on fait ce qu'on peut. On n'est pas très habile à trouver le moyen. Est-ce que le rocher a un moyen de se laisser trouer? Les singes, de plus en plus nombreux comme les hommes, sont venus bouffer la guirlande de volubilis sous la fenêtre de Sujata. Si on est attaché à la beauté ou à quoi que ce soit, on est voué à la peine. C'est pourquoi Sri Aurobindo parlait toujours de samatha, égalité. En 1947, un inconnu dans la nuit a tranché la gorge de l'assistant de Sri Aurobindo avec une lame de rasoir. C'était le 15 août 1947, le jour même de l'indépendance de l'Inde, bien symbolique. Il s'appelait Mulshankar, un Gujarati. Il faut garder toutes ses forces pour lutter, non pour se peiner. Aller à la racine de tout ça. C'est Grimm. Seigneur, tu m'as donné une réalisation. Je prie d'être capable de supporter jusqu'au bout ce que tu m'as donné. À la seconde, en italique, où j'ai pensé ce que je viens d'écrire, j'ai vu une étincelle bleue de la lumière de Sri Aurobindo. Il est donc microscopiquement, en italique, au courant de tout ce qui se passe. Et instantanément. C'est impensable, mais c'est un fait. Pour moi, il n'y a qu'un, en italique, bout, et qu'une, en italique, réalisation. C'est le changement de la terre, leur œuvre accomplie. Je me souviens de ces lignes de Sri Aurobindo. I saw that the falsehood was planted deep at the very root of things. J'ai vu qu'une fausseté était plantée profondément à la racine même des choses. Le labeur d'un Dieu, c'est cela. 20 octobre 1990. La fragilité de cette vie humaine est si poignante, avec cet infini au cœur de la seconde futile, et l'éternel dans le brouhaha qui passe, et Dieu dans mon cœur tandis que grincent les petitesses du jour. Le bore-well, le puits, est terminé à H, et le mien. 22 octobre 1990. Le Christ s'abandonnait à ses bourreaux et c'était très commode, mais c'est pas vrai. Des millions d'autres ont fait cela dans l'histoire du monde et c'est pas vrai. Mais il faut se battre avec des milliers et des milliers de bourreaux dans son propre corps et pas céder, pas se sacrifier. Il faut faire le sacrifice de sa mort, pas le sacrifice de sa vie. Pardon de faire une parenthèse. Mais Satprem détestait son père qui était profondément catholique. Mais il a tendance à associer le Christ au catholicisme. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai croisé le regard de Jésus. Je sais que je l'ai retrouvé 2000 ans après avec Sri Aurobindo. Pardon.
Il faut faire le sacrifice de sa mort, pas le sacrifice de sa vie. Ces formidables coups de boutoir, comment tout ne cesse pas. C'est d'une précarité folle à chaque seconde, constamment au bord de... C'est si fou que cela doit obéir à une autre logique physique. La seule vieille loi qui tienne, c'est la douleur. On dirait que c'est l'essence du mensonge. Je pense souvent à cette puissance silencieuse qui écrabouillait une montagne, comme de la pâte à modeler. The Hindu, 22 octobre. Les États-Unis ont encouragé l'Irak. Selon The Observer, Londres, le gouvernement américain, 7 mois avant l'invasion du Koweït, a activement encouragé le président irakien, M. Saddam Hussein, à mener une politique agressive pour faire monter le prix du pétrole. Le journal, citant des sources hautement placées américaines, affirme qu'il avait été discrètement suggéré à l'Irak, lors d'une rencontre à New York en janvier, de se livrer à des manœuvres au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEC, citation, pour provoquer une importante hausse du prix du pétrole. L'article ajoutait que des fuites de transcriptions de discussions entre des diplomates américains et M. Saddam Hussein dans les jours précédant l'invasion, citation, confirmait le soutien du gouvernement du président George Bush à la tentative de M. Saddam Hussein, épaulé par son armée, de donner un coup d'envoi à la hausse du prix de son pétrole. De plus, The Observer a fait remarquer que Mr. Bush et le secrétaire d'État, Mr. James Baker, étaient tous les deux des hommes du pétrole et que les États pétroliers américains connaissaient de sérieuses difficultés financières et auraient profité de toute hausse du prix du pétrole. Nuit du 22-23 octobre 1990, vu un très gros camion, énorme, qui transportait un produit hautement explosif. Cela m'était dit ou c'était su. Il allait très lentement dans la nuit et croisait mon chemin ou passait près de moi, ou près de chez moi, entre guillemets. Probablement j'étais le témoin de quelque chose qui se passait. Chez moi. C'est l'Inde ? Point d'interrogation entre parenthèses. Ce camion me donnait la sensation d'un de ces énormes engins avec beaucoup de roues, peut-être un truc militaire, à moins que ce ne soit le chariot d'Advani, le Rath Yatra ? Point d'interrogation, point d'exclamation. Cet énorme camion était peut-être le symbole d'une puissance occulte ou intérieure, plus que d'une force extérieure. Je ne sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose de hautement explosif est en route. 23 octobre 1990, soir. Ils ont arrêté Advani, le chef du BJP, le parti qui a le courage d'être hindou dans l'Inde. Tout cela pour plaire aux musulmans, c'est à vomir. Cela fait des votes, n'est-ce pas ? Ce camion explosif, c'est peut-être la force intérieure de l'Inde vraie qui se révolte ? Dieu veuille. Ce serait miraculeux. C'est l'Inde de Nehru et Gandhi en décomposition. Avec leur politique dégoûtante de diviser pour régner, les Anglais ont laissé partout en italique, dans le monde, des blessures purulentes. Et ils continuent avec leurs amis américains. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous ne payons pas plus les mots laissés par Hitler que les mots laissés par les Anglais, ou inversement. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, Sujata m'a vu
très maigre, encore plus maigre que je ne suis, et le visage tiré par la souffrance. La dernière phase, point d'interrogation. 25 octobre 1990, cette mécanique implacable. Je me souviens du Seigneur de la mort et de Savitri et de Mère. Vous voulez changer la loi? Alors, payez le prix. Un assaut de force destructrice. Oh ma! Je ne sais pas comment je vis, sauf que je suis une bête de douleur avec chaque respiration. 26 octobre 1990, le mouvement du pilier est mieux compris. La pression répétée des pieds aussi. Cette nuit, je me suis vu pilonnant ou martelant ou piétinant la terre en répétant le mantra à haute voix avec une grande énergie, comme si je faisais une démonstration à mon père ou que je l'enfonçais dans la terre. La terre avait une couleur brun foncé. Si c'était vraiment mon père, ce serait un symbole du vieux monde qui s'en va sous terre. 28 octobre 1990. 60 000 hindous arrêtés. Je prie beaucoup pour que cette ignominie soit écrasée. Est-ce qu'ils auront le courage de se révolter? Cette démocratie, entre guillemets, perverse et pestilentielle, comme disait Mère. On dirait que l'Inde contient, en italique, la racine même du mensonge, à côté de sa vérité flamboyante. Ce Rajiv Gandhi était un gredin, mais cet honnête VP Singh est un cafouilleur pervers et dangereux. Mais Sri Aurobindo va à son but à travers tout. Soit un enfer de douleur sans répit. Cette situation de l'Inde est si désolante. Je prie très constamment pour que l'Inde soit délivrée. On fait un effort si désespéré pour que cette foudre rentre dans la terre. Alors on est griffé au passage. Je me souviens de Mère. La guérison est au centre du mal. C'est plein de sens. 30 octobre 1990, Ayodhya. Ô Mère, je prie que l'Inde se révolte. Il serait juste que la révolte de la terre commence en Inde. The Hindu, 30 octobre. Le 26 octobre, à la fin du voyage de 4 jours de M. Moubarak, 2 journaux nationalistes arabes, Al-Khalij de Sharjah et Akhbar al-Khalij de Bahreïn, ont cité M. Moubarak qui aurait dit à des reporters égyptiens « Les pays non arabes devraient se contenter d'apporter leur aide en fournissant les armes qui sont demandées. » Et la presse égyptienne a affirmé qu'il avait fait cette proposition aux dirigeants du Golfe. Dans les 2 cas, il est possible que l'idée était de dissiper les craintes d'un rôle américain majeur, mais il est significatif que dans la conversation sur la question d'inclure la Turquie et le Pakistan, ni M. Moubarak ni le prince Sultan n'aient mentionné une force islamique. Ceci ne devrait pas empêcher Islamabad d'entrer dans un arrangement bilatéral avec un régime du Golfe, par exemple le Koweït, qui générerait un revenu satisfaisant, ou d'être consolé avec un gros chèque, comme le mentionnait un journaliste du Caire. Citation. Sur les gains saoudiens journaliers de 200 millions de dollars, et quelquefois plus près des 300, le Pakistan et d'autres s'estimeraient heureux avec le gain supplémentaire des Saoudiens d'une simple année bissextile. Aucun d'entre eux ne donnerait pourtant au Pakistan l'influence qu'il a brûlé d'avoir.
Tout est là. Où va cet argent? Les gredins. The Hindu, 30 octobre. Les États-Unis ne joueront pas à la conciliation avec Saddam, déclare Bush. Pearl Harbor, 29 octobre. Le président américain, Mr. George Bush, a déclaré dimanche que les États-Unis ne cherchaient pas la guerre dans le Golfe, mais qu'ils s'étaient engagés à obtenir le retrait de l'Irak du Koweït. Citation. « L'Amérique n'a jamais cherché une guerre », a affirmé Mr. Bush. Oui. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, citation, « Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, le monde a payé cher pour avoir cherché à apaiser un agresseur, Adolf Hitler, qu'on aurait pu stopper. La conciliation ne fait que conduire à plus d'agressions et finalement à la guerre, et nous n'allons pas refaire la même erreur. » Mr. George Bush s'adressait à des milliers de soldats américains à Pearl Harbor, le site de l'attaque japonaise en 1941, qui avait provoqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Sur le sujet du président irakien, M. Saddam Hussein. M. Saddam Hussein doit le savoir. Citation. « Les enjeux sont énormes, la cause est juste. » Phrase soulignée par Satprem, en la renvoyant d'un trait de stylo à l'article précédent. Et aujourd'hui, plus que jamais, la détermination est réelle d'obtenir le retrait de l'Irak du Koweït, a-t-il déclaré. L'Irak a envahi le Koweït le 2 août dernier. Mr. Bush, qui était à Hawaï pour un sommet avec les dirigeants des îles du Pacifique, a répété que M. Hussein pourrait se retrouver face à un tribunal semblable à celui de Nuremberg, qui avait jugé des criminels de guerre nazis pour ces atrocités présumées au Koweït. Novembre. « 1er novembre, ONU. L'Autriche, la Belgique, l'Inde et le Zimbabwe sont élus membres du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale des Nations unies. France. 2 cargos transportant 22 hélicoptères anti-chars et 24 blindés légers arrivent à Yanbu, Arabie saoudite. 2 novembre, Soudan. Un bidonville de 30 000 réfugiés est détruit par l'armée. 3 novembre, Arabie saoudite. La production de brut a augmenté de 57% depuis l'invasion irakienne du Koweït. 5 novembre, USA, Arabie saoudite. Les représentants des deux pays concluent un accord sur le commandement des opérations en cas d'intervention militaire contre l'Irak. 6 novembre, USA. Aux élections législatives, les démocrates conservent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Iran. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,6 sur l'échelle de Richter s'est produit dans le sud du pays, faisant une centaine de victimes. Irak. 70 otages japonais sont libérés. 8 novembre. USA. Le président George Bush décide de renforcer les troupes américaines en Arabie saoudite et menace l'Irak d'une action militaire offensive pour le contraindre à retirer son armée du Koweït. 9 novembre. Inde. Après la démission le 7 novembre dernier du Premier ministre VPN Singh, battu lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, Chandrasekhar est nommé à ce poste avec le soutien du Congrès. 10 novembre, Tchad. Des combats d'une rare intensité opposent les forces gouvernementales à une colonne de la Légion islamique libyenne basée au Soudan. 12 novembre, Irak. Saddam Hussein se déclare disposé à consentir des sacrifices pour sauvegarder la paix. 13 novembre, Philippines. Le typhon Maek a fait 163 victimes sur les îles de Mindanao et de Cebu. 14 novembre, URSS. L'ancien dissident Zviad Gomsakourdia est élu président de la Géorgie. 15 novembre, Roumanie. Des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le régime Ion Iliescu. 16 novembre, USA. Départ d'une navette Atlantis avec 5 astronautes pour une mission militaire secrète, mais qui doit mettre en orbite un engin de 10 tonnes destiné à surveiller la région du golfe Persique.
18 novembre. Irak. Le président Saddam Hussein offre de libérer tous les otages à partir de Noël. La plupart des responsables occidentaux qualifient cette initiative de marchandage cruel, ajoutant qu'ils n'y voyaient aucun élément nouveau. 19 novembre. Afrique du Sud. Des affrontements entre Noirs près de Johannesburg font 33 morts. 20 novembre. Irak. 200 otages allemands sont autorisés à quitter le pays. 25 novembre. Israël. Des attentats à la frontière égypto-israélienne font plusieurs morts. 27 novembre. Grande-Bretagne. John Major, chancelier de l'Échiquier, est élu président du Parti conservateur et succède à Margaret Thatcher, démissionnaire, au poste de Premier ministre. 29 novembre. ONU. Le Conseil de sécurité autorise les États membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien à user de tous les moyens nécessaires pour contraindre l'Irak à quitter le Koweït s'il ne l'a pas fait au 15 janvier 1991. 30 novembre, Irak. Le gouvernement rejette l'ultimatum de l'ONU et menace de suspendre la libération des otages. 1er novembre 1990, on est dans l'enfer. Nuit du 1er novembre 1990. J'allais dans une nuit totale. Même notre nuit a un semblant de clarté, comme de l'encre. Et je cherchais un arbre, un grand arbre dont je connaissais l'existence. Je trébuchais et je me cognais dans cette nuit. À un moment, je suis tombée dans un buisson de ronces ou d'épines. Puis tout d'un coup, cet arbre était là, et la clarté a jailli soudain. Je pouvais voir. Et il y avait au pied de l'arbre, que je n'ai même pas eu le temps de bien voir tant j'étais surpris, un groupe d'animaux pacifiques, comme des chèvres ou des biches ou je ne sais quoi de gentil, entre guillemets. Puis la vision a été coupée là. Cet arbre, je pense que c'est Sri Aurobindo et mère. Et je me cogne dans la nuit, c'est évident. Mais qu'est-ce que font là, ou que représentent ces animaux? J'étais tout surpris, et par la clarté soudaine, et par ces animaux. Mais enfin, j'ai trouvé l'arbre. C'est rassurant. Peut-être ces animaux pacifiques cherchaient-ils une protection contre la dévastation humaine? Moi aussi. Nuit du 2-3 novembre 1990. J'ai vu une chose cette nuit qui me semble importante, mais dont l'enchaînement ou l'ordre du déroulement n'est pas clair. Le début est une image d'une clarté complète. Je sortais d'une sorte d'autobus ou de camion, pas une voiture particulière, un transport en commun, dont la carrosserie était en fer rouillé. Je voyais particulièrement le garde-boue de la roue avant. Je sortais par la porte de devant à gauche. Cet autobus, je crois, était engagé dans un passage si étroit qu'il collait presque au mur du passage. Je devais faire une acrobatie pour m'extirper parce qu'il n'y avait nulle place sur le chemin. Je crois que je passais par-dessus le garde-boue. Je sortais de cet autobus de fer rouillé parce que j'avais oublié quelque chose là-haut, entre guillemets, ou parce que je voulais chercher quelque objet. Je suis donc montée là-haut, au premier étage ou en haut de quelques maisons. Et c'est là où l'enchaînement n'est pas clair. Mais une image est d'une émouvante et profonde clarté. Il y avait un petit, entre guillemets, comme un jeune écolier de 10 à 12 ans peut-être, très blanc, d'une blancheur étonnante. Et j'avais un amour si profond pour ce petit. Toute mon âme aimait cet enfant. L'émotion était très forte, très profonde. C'est cette émotion qui a brouillé le souvenir du déroulement des choses.
est-ce que je trouvais cet enfant là-haut, entre guillemets, dans cet endroit où j'allais chercher quelque chose, entre guillemets, ou est-ce que j'avais laissé ce petit dans l'autobus et était-ce pour lui que j'allais chercher quelque chose là-haut? Je ne sais plus exactement. C'est dommage. J'ai un peu l'impression que je trouvais cet enfant, ou rencontrais plutôt, car ce n'était pas un inconnu, dans cette chambre d'en haut. Mais je ne suis pas sûre. Cet enfant très blanc, je l'ai vu à maintes reprises il y a de nombreuses années déjà. L'être nouveau. Cet autobus de fer rouillé, c'est évidemment le monde du vieil âge de fer que je semble quitter acrobatiquement. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être redescendu dans ce camion. Peut-être était-ce cet enfant que j'allais chercher là-haut. Dans ces visions, le moi qui voit ou qui fait, c'est toujours celui que j'appelle l'ouvrier. J'ai aussi l'impression que cet endroit là-haut où j'allais chercher quelque objet était comme ma salle de bain, parce qu'il y avait pendu à un mur ce heating pad, coussin chauffant, qui se trouve pendu dans ma salle de bain ici. C'est ce heating pad que j'utilisais quelquefois pour calmer les douleurs de mon dos. Puis j'ai vu que la glace était mieux.